Je m'appelle Tania McNamara, je suis chef de projet et je travaille actuellement au CESUG, le Centre spatial universitaire de Grenoble, qui est situé sur le campus. Alors, bonjour, je suis Nicolas Chantier, responsable marketing stratégique pour les produits semi-conducteurs chez Télédine 2V à Saint-Égrève. Ah, Saint-Égrève. Mais est-ce qu'on ne parlerait pas des salles blanches historiques de l'ex-site Thomson, celui qui avait valu le surnom de French Silicon Valley à la ville de Grenoble? Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, voilà notre site. Il n'a pas changé depuis l'époque Thomson, mais l'entreprise a changé de nom au fil du temps, changé de propriétaire. Et donc, à Saint-Égrève, sur ce site, nous créons, développons, fabriquons des composants électroniques destinés à l'industrie spatiale, ce qui est l'objet de cette présentation-là, mais aussi pour de nombreuses autres industries. Les composants que nous faisons sont essentiellement des capteurs d'images avancés pour diverses applications, des convertisseurs de données à très haute fréquence, c'est les plus rapides du monde. Je vous encourage à aller voir des informations sur cela. Et puis particulièrement pour l'industrie spatiale, des microprocesseurs, des mémoires et des modules qui combinent les deux en un seul composant. Voilà ce qu'on fait sur ce site. Et donc, CleverSat, Tania, Alors, qu'est-ce que ce projet? déjà, SAT, c'est pour satellite, et plus précisément nanosatellite. Parce que figurez-vous que mini et micro, eh ben, c'était déjà pris et c'est encore bien gros. Un satellite traditionnel est de l'ordre d'une voiture ou d'un camion. Après, on a les très gros satellites, comme on voit ici Hubble, qui fait 13 mètres de long et qui pèse 11 tonnes. En dessous de 500 kilos, on est à l'échelle d'une moto, on les appelle les mini-satellites. En dessous de 100 kilos, on est encore à l'échelle d'un lave-linge, on les appelle les microsatellites. Du coup, encore en dessous, on a les nanosatellites et on est à l'échelle de briques de lait. Et là, vous voyez le CleverSat, la maquette qui est un SISU. On les appelle aussi des CubeSats du fait de leur forme cubique. Et donc, il fait 6 litres. Voilà. Et les nanosatellites, c'est exactement ce que le CESUG fait depuis sa création en 2015, avec pour vocation de former les étudiants aux projets spatiaux, soit en mode stage, soit en mode projet d'études, car ces CubeSats sont plus faciles, plus modulaires, plus simples et moins coûteux à développer. Maintenant, D'accord. Et à toi de... Oui. le terme clever alors? Alors, Clever, Clever déjà, c'est un jeu de mots sur l'anglais clever, puisque ce satellite a pour vocation d'embarquer de l'intelligence artificielle à bord pour faire de l'observation de la Terre. Et à toi de nous dire, Nicolas, pourquoi Clever s'écrit avec un Q majuscule et un E majuscule. Alors effectivement, la lettre Q fait référence à notre module Cormino. La lettre E, ça fait référence au capteur Emerald. Alors, qu'est-ce que le capteur Emerald? C'est un capteur d'image couleur, industriel, de 16 mégapixels et qui a la particularité d'avoir une bonne sensibilité et bien pratique et bien utile pour observer la Terre depuis l'espace. Alors, nous avions déjà confié au CESUG auparavant le capteur Onyx pour un projet précédent qui s'appelait Amicalsat. Et Emerald est donc le deuxième capteur de Saint-Égrève que nous confions au CESUG pour ce nouveau projet, CleverSat. La lettre Q, donc Cormino, qu'est-ce que Cormino? Cormino est un module électronique qui réunit deux éléments importants d'une carte mère, comme nous en avons dans nos ordinateurs, mais des éléments qui sont particulièrement délicats à mettre en œuvre techniquement, surtout à haute fréquence. Ce sont le microprocesseur et la mémoire. Et donc ici, sur ce module Cormino, nous avons réussi à rassembler en un seul composant microprocesseur et mémoire dans un format de 44 mm par 26 mm, une compacité qui est bien utile car sur ces systèmes-là, l'électronique d'une carte mère doit rentrer dans un petit carré de 10 cm par 10 cm. La compacité est un élément important. Et le deuxième grand avantage de Cormino, c'est qu'il apporte une notion un petit peu de préfabriqué de l'électronique. C'est-à-dire qu'il permet aux ingénieurs électroniciens qui développent ces systèmes-là
au CESUG et chez nos clients de se concentrer, de concentrer leurs efforts et leur temps de travail limité à la vraie finalité de leur projet sur Cleversat, de faire de l'intelligence artificielle et d'économiser du temps qui n'est pas dépensé à faire la connexion un petit peu complexe de la mémoire au processeur qui, à très haute fréquence, est estimée à une tâche d'à peu près 500 heures de travail. Voilà ce que je peux dire sur le Q, le E, Cormino Alors, et Emerald. donc au CESUG, nous avons conçu, interfacé et assemblé une carte Emerald et une carte électronique Cormino au format CubeSat dans une payload ou en français charge utile dont nous avons fait un démonstrateur sol, un modèle sol qu'on a pu démontrer fonctionnellement l'été dernier avec une acquisition d'images par la fenêtre du CESUG, entre autres. Alors, Tania, comment pouvez-vous faire tout cela alors que le capteur Emerald n'a pas encore volé dans l'espace? Alors, très bonne question. Nous sommes tout d'abord partis avec les étudiants. On a la chance d'être entourés de montagnes en Vercors et puis en Chartreuse pour prendre des images de forêts les plus distantes possibles, équipées d'un capteur Emerald et d'une optique similaire à celle du satellite. Alors des images de forêt, mais qui pouvaient contenir aussi d'autres éléments comme la ville, les nuages, les routes, les rivières, les champs. L'optique similaire au satellite, c'est une focale de 300 mm équipée de miroirs. On appelle cela un objectif catadioptrique et en fait c'est un petit télescope compact. Grâce à ces photoshoots, on a pu obtenir tout un dataset de tests d'images Emerald, évidemment prises de beaucoup plus près que de l'espace, de ce type-là, et ce qui nous a permis de stresser notre intelligence artificielle pour voir si elle savait aussi reconnaître forêt pas forêt à cette échelle-là, sachant qu'elle n'avait été entraînée que sur des images satellitaires de la base de données Copernicus. Donc là, on voit très bien la non-forêt détectée en noir et la texture forêt détectée en blanc. Il faut savoir qu'une route qui apparaît au milieu de la forêt tropicale est souvent annonciateur de déforestation. Donc ce type d'image peut s'avérer très crucial dans la lutte contre la déforestation. Voici un autre exemple pris de beaucoup plus loin, où on reconnaît la texture forêt toujours détectée en blanc, la non-forêt en noir, et on voit que même les câbles électriques sont reconnus comme de la non-forêt par l'intelligence artificielle, un peu comme s'il s'agissait d'une route, si la scène avait été prise de l'espace. Alors justement, voici une image spatiale de la forêt tropicale, exactement le genre d'image qui a servi à l'entraînement de notre algorithme. Et voici la carte binaire générée par intelligence artificielle. Donc là, il a été entraîné à faire ça. Et on obtient un niveau de précision et de détail tout à fait satisfaisant pour la mission. Par contre, ici, Tania, nous ne sommes pas sur des images issues du capteur Emerald, il me semble. Exactement. Là, il y avait un autre exemple de déforestation. Ça donne ça et on en a toute une série. Donc, effectivement, là, ce sont des images Copernicus. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a construit un simulateur d'images Emerald spatiales qui donne des images beaucoup plus brutes. On s'est fait aider par un expert qualité image du CNES pour faire cette tâche. Et grâce à ça, on a constitué un dataset de test Emerald, ou on l'appelle émeraldisé, qui nous a permis de qualifier davantage encore notre software. Donc là, à nouveau, on a les zones de forêt détectées en blanc. Okay. Donc, Tania, quand vous parlez de forêt, pas forêt, comment gérez-vous les nuages dans ces situations-là? Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que le même algorithme a également été entraîné à détecter nuage, pas nuage. Donc sur la même image, là, cette fois, il sait reconnaître
en fonction de son entraînement, uniquement les nuages. D'accord. Et donc, Tania, quel est l'intérêt de faire cette IA embarquée directement sur le satellite? Alors, l'intérêt de l'IA embarquée et de ces cartes allégées, c'est qu'elles sont préinterprétées. Elles contiennent uniquement l'information utile, de l'information cognitive. Elles sont beaucoup plus légères. On parle de 50 à 150 fois plus légères que les 16 mégabytes des images couleur émeraude. De ce fait, elles sont ultra compressibles. Et puis au sol, elles sont prêtes à gérer, à évaluer, à comparer, à recroiser, en retirant les nuages, en calculant des surfaces, en observant l'évolution dans le temps, par exemple. Et surtout, l'IA qui est de ce fait versatile permet aux satellites d'être polyvalents et d'adresser plusieurs missions et plusieurs cas d'usage. Car c'est toujours le même algorithme qui tourne, mais il n'y a que le fichier de paramètres de réseau de neurones à recharger. Et dans notre IA allégée, qui a été développée spécifiquement par des experts pour l'embarquer et pour ce projet, fait moins de 1 méga. Donc on peut avoir plusieurs modèles en parallèle dans le même satellite. Oui, donc on a vraiment un potentiel d'application assez immense. Oui, tout à fait. Avec ville, pas ville, on pourrait étudier l'urbanisation. Avec sable, pas sable, l'avancée du désert. Avec forêt, pas forêt, la déforestation comme on vient de voir. Mais ça marche aussi pour la reforestation. Ou encore l'agriculture, la mer de plastique, la fonte des glaces, le dégazage des bateaux, l'érosion du trait de côte. En fait, toutes sortes de textures visibles depuis l'orbite basse qui pourraient représenter un enjeu environnemental ou sociétal. Et ça, c'est pas rien. Effectivement. Donc, après avoir fait cette belle collaboration ensemble, nous allons continuer à faire des innovations. En ce qui nous concerne à Saint-Égrève, côté composants, nous allons continuer de développer les prochaines générations de capteurs d'images, de processeurs de mémoire, afin que le CESUG, mais aussi nos clients, puissent eux-mêmes développer les prochaines générations de ces systèmes avec des gros paliers de progression et des grandes innovations. Alors, chez nous, côté composants, nous allons faire l'innovation sur trois axes en particulier, qui sont pertinents pour ces applications-là. D'abord, côté capteur d'images, sur les prochaines générations, évidemment, les images seront plus riches, beaucoup plus riches, avec des images multispectrales qui vont aller au-delà du visible, vers l'infrarouge, vers l'ultraviolet, mais également aussi beaucoup plus de résolution. Et puis des capteurs d'images qui vont devenir ce que l'on appellera des smart sensors, des capteurs qui vont être capables de présélectionner les images ou des parties d'images, distinguer ces sections d'images utiles, pertinentes, et ne pas transmettre les parties non pertinentes, de façon à ce que l'IA reçoive des images présélectionnées et qu'on fasse un meilleur usage du calcul d'IA ensuite. Voilà pour la partie capteur. Ça, c'est donc pour la partie capteur et pour la partie processeur. Ensuite, la partie processeur, c'est également passionnant. La famille Cormino va continuer à se développer et s'enrichir. Le prochain Cormino, par exemple, on va augmenter la capacité de calcul, non pas de quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, mais en multiples. Le prochain Cormino aura une capacité de calcul multipliée par 4. Donc ça, c'est pour la partie l'innovation côté processeur. Est-ce que ça va apporter au CESUG? On peut imaginer beaucoup plus de calculs possible d'abord. Et l'autre axe d'innovation important, c'est sur la consommation d'énergie de ces systèmes-là. L'informatique, le calcul est connu pour être énergivore. Sur les prochaines générations, à tâches de calcul équivalentes, nous réduirons la consommation probablement de quelques facteurs à calcul équivalent et à un budget énergétique identique. On a typiquement 10 watts de disponible pour une carte mère. À énergie identique, à 10 watts identique, on va pouvoir faire beaucoup plus de calculs à bord et beaucoup plus de travail. Donc, voilà des belles perspectives et je pense que ça promet de belles futures collaborations ensemble
entre le CESUG et nous, et puis aussi avec les autres mécènes du CESUG. Merci. D'ailleurs, merci à la Fondation UGA que vous pouvez retrouver sur le stand de l'UGA qui permet tous ces mécénats. Je vous invite aussi à en découvrir plus sur le CESUG dans la zone immersive Tech and Space de ce salon. Et je vous remercie, nous vous remercions pour votre attention et sommes à l'écoute de toute question qui pourrait porter sur ce projet ou sur notre partenariat. Parfait. Question? Oui. Bonjour, j'ai une question sur la partie IA. Si j'ai bien compris, vous n'aviez pas accès aux futures images du satellite pour la valider, donc vous avez utilisé des images existantes, soit prises dans la nature, soit des adaptations. Mais du coup, l'algorithme n'a jamais été testé pour le moment sur les vraies images qu'il acquérera quand il est dans l'espace. Du coup, comment on est sûr de la performance de cet algorithme-là? Est-ce que vous avez des moyens de vérifier, par exemple en récupérant une image sur 1000, que la prédiction et ce qu'un humain aurait dit sur ces images-là va fonctionner? Parce que si vous récupérez que les images compressées, vous ne pouvez pas vraiment mesurer la performance in situ. Alors oui, on a prévu de redescendre, la mission a prévu de redescendre une image brute occasionnelle, justement à des fins de vérification. Donc le travail en amont a été fait avec, comme je disais, des experts du CNES en qualité image. Donc on estime que les images prises de Copernicus et entre guillemets dégradées pour être le plus brut soient les plus réalistes possibles. Mais une fois à bord, la différence c'est que les cartes binaires, on peut les descendre en série. Et l'image occasionnelle, on a prévu d'en descendre une par une parce qu'elle fait 16 mégas. Mais c'est tout à fait prévu pour des vérifications et pas faire une confiance aveugle aux cartes binaires, évidemment. Exemple, si on voit que de la forêt et un jour il y a une route qui se construit et qu'on soupçonne de la déforestation illégale, on va peut-être cibler via des télécommandes qui vérifient que c'est bien le cas avec une image brute, par exemple. D'autres questions? Ah oui. Question sur la partie plutôt hardware du CubeSat. Aujourd'hui, le monde des CubeSat est beaucoup convoité par des entreprises qui font des briques technologiques spécifiques sur la gestion de la puissance, la gestion du stockage de l'énergie, le contrôle d'attitude, les télécommunications. Aujourd'hui, vous, quelle est la quantité de ces différents sous-systèmes du satellite que vous avez développés au CSUG et quelle est la fraction que vous avez plutôt achetée sur étagère? Alors, c'est une très bonne question, donc je vais répondre en montrant. Donc là, on a le 6U. Donc tous les panneaux solaires, les batteries qui seront ici et au moins la moitié du satellite sont ce qu'on appelle la plateforme. Et donc ça, c'est sur étagère. Enfin, en tout cas, on fait un partenariat avec un plateformiste. Dans le monde des satellites, on appelle ça une plateforme. Et nous, au CESUG, on est spécialisé dans les payloads, les charges utiles. Et là, la nôtre, elle fait 2U. Donc c'est cette partie-là, les 2U sur les 6U, qu'on développe au CESUG pour ce projet-là. Et puis après, il y a d'autres projets, mais le découpage est similaire. Ça répond? Oui, merci. Et le système de navigation, ça s'appelle, en français on dit SCAO et en anglais on dit ADCS, Attitude and Determination Control System. Ça permet de le garder bien stable, à la bonne orbite, pointé vers le sol correctement. Hein. Oui, vers le sol ou vers la zone qui serait sur le côté. Oui. Et ça fonctionne avec des roues à réaction et des gyroscopes. Et... Une question? On parlait de redescendre des images pour vérifier l'IA. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre à jour le satellite, de mettre à jour la base de données de l'IA pour améliorer ses performances en cours de vol?
Alors oui, on vient de finir d'encadrer un projet avec l'INP et Zizar qui s'appelait Upgrade TC, qui est donc comment mettre à jour le logiciel depuis le sol. Il faut que les fichiers soient pas trop gros. Donc on ne va pas mettre à jour le kernel Linux, ça c'est pas prévu, mais on a prévu de mettre à jour n'importe lequel de nos exécutables, c'est du code C. L'intelligence artificielle, elle tourne en C++, donc elle est optimisée aussi pour l'embarquer. C'est un programme qu'on peut recharger depuis le sol, mais ce qu'on compte faire, c'est surtout recharger, comme je disais, les NN files, les Neural Network files, les paramètres qui sont petits. Nos fichiers font que 7000 paramètres. C'est beaucoup plus léger que les réseaux de neurones à convolution classique qui, eux, sont beaucoup plus énergivores. Mais ça permet de faire ce tri-là de pixels et qui répondent à la mission qu'on s'est donnée. Donc, oui, on a prévu tout un mécanisme de mise à jour, soit des exécutables, soit des fichiers de paramètres. D'autres questions? Oui. Et concernant le lancement, comment vous allez le lancer en orbite basse et la durée de vie du satellite avant qu'il repénètre l'atmosphère? Alors, la mission telle qu'elle est définie dans sa spécification, c'est de 1 à 3 ans. Donc, l'objectif, c'est que ça dure au moins 1 an. 3 ans, c'est en bonus, parce qu'après, il y a quand même aussi des contraintes de batterie, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, les nanosatellites, rassurez-vous, ils tombent dans l'atmosphère et ils sont détruits. Ils laissent normalement aucun débris. Les petits, en tout cas, c'est comme ça. Donc, voilà, donc la mission, elle dure au moins 1 an. Et puis, au bout de 3-4 ans, il se rapproche de l'atmosphère pour finalement être détruit. Ça répond? D'autres questions? Non, je rebondissais juste sur la question. Vous n'avez pas répondu sur la question du lanceur. Ah oui, le lanceur. Lanceur du CubeSat. C'est quoi la question? Quel serait le lanceur Ah, on n'a pas encore. Alors, les contrats de lancement se font dans les dernières phases des projets. Là, on est en phase B. L'organisation du lancement se fait plutôt vers la phase D. Ça dépend évidemment aussi des financements. Donc, c'est pour ça qu'on est au CESUG constamment à la recherche de partenaires, de mécènes, parce que ça coûte quand même très cher. Mais le service de lancement, on le délègue à des brokers. Dans le New Space, il y a des acteurs qui sont spécialisés pour négocier, des intermédiaires, négocier des places de CubeSat dans les fusées. Alors, pour répondre aussi, compléter la question, au CESUG, on a lancé 2 satellites, un qui a décollé avec la Ariane Vega et un autre avec une fusée SpaceX qui a réatterri. Donc, le premier lancement a eu lieu en 2020 et le deuxième en 2022. des lancements en mode partagé, lancements en grappe qui se font? Oui, ils ne lancent pas que nos satellites. On n'en est pas encore à solliciter une fusée entière juste pour nous. Donc oui, ils ont même des gros satellites et des petits. Enfin, ils ont plusieurs étages en fait et plusieurs lâchers de satellites en fonction des orbites. Donc, il y a tout un programme très précis de mise en orbite. D'autres questions complémentaires? On a encore 5 minutes. C'est une question pour Télédine. Merci. Non, vous avez parlé de l'optimisation de la plateforme, enfin de la plateforme du SOC. Est-ce que ça inclut l'accélération pour les réseaux neuronaux ou ça reste pur software? On va rester dans le hardware chez Télédine, mais évidemment nos composants sont très liés à des suites logicielles, à des outils de développement des développeurs originaux. Donc en ce qui nous concerne, les processeurs sont en partenariat avec NXP, les familles LS et LX, pour ceux qui connaissent des processeurs ARM A72. Puis on est ouvert à d'autres partenariats, y compris avec des acteurs locaux qui peuvent être fournisseurs de cœurs de processing que l'on peut intégrer dans nos modules et nos produits.
Pour compléter, on n'a pas implémenté d'accélérateur, mais on a implémenté du multicœur. Donc comme le Cormino, il a 4 cœurs, on n'a pas non plus parallélisé le code de l'intelligence artificielle, mais tout simplement, on lance 4 inférences en parallèle sur chacun des cœurs, ce qui nous permet de traiter les images 4 par 4. Il reste encore 4 minutes pour des questions complémentaires. Moi, j'avais une question sur la partie comment vous faites pour travailler, sur le fait que vous travaillez avec des étudiants. Sachant que les étudiants qui sont en cursus, ils vont être là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, ils vont finir leurs études, ils vont partir ailleurs. Comment est-ce que vous, en interne, vous arrivez à gérer le fait que faut former tous les étudiants qui arrivent, il y a une passation, il y a un maintien de la connaissance à organiser pour que le projet non seulement puisse tenir le coup et avancer? On essaye de faire des documents les plus pédagogiques possibles, de ne pas en faire trop. Donc on n'est pas du tout dans l'approche des normes CSS, des normes de l'ESA, où il y aurait des tonnes et des tonnes de documents. Et du coup, il faut qu'ils soient formés très vite et opérationnels très vite. Donc on les prend donc, soit en stage, soit en mode projet. Donc les stages, ils vont de... On ne prend pas des stages très très courts, quoique ça dépend encore, mais en général de 3 à 6 mois, de 2 à 6 mois. On les forme très très vite, on met un maximum de commentaires dans le code pour qu'ils puissent reprendre ce que les étudiants précédents ont fait. Et puis par projet, on en accueille pas plus que ceux qu'on est capable d'encadrer. Donc sur Cleversat, nous, les stages, on en prend à peu près 5 par an. Donc j'ai eu 40 étudiants en 3 ans qui sont intervenus sur Cleversat, soit en mode stage, soit en mode projet. Et alors le mode stage, c'est plutôt à distance. Ils restent dans leur filière et par contre, ils sont tenus par leur formation de travailler en équipe sur des projets. Donc ils font eux-mêmes leur planning, leurs jalons, etc. Et nous, on les suit et on apporte les sujets. Et donc ça les fait travailler, ça leur fait découvrir. Certains, ils découvrent le mode projet avec des livrables, un encadrement, un Gantt, etc. Et ils font avancer des petits bouts. Donc on avance par petits bouts sur le satellite et on n'est pas du tout en mode industriel où dans 6 mois tout doit être prêt avec des processus rodés façon CNES ou ESA. Mais on suit quand même une méthodologie simplifiée que le CNES nous a mis à disposition spécialement pour les centres universitaires. Et on documente un maximum pour passer le savoir. Une très belle préparation pour un passage dans l'industrie. Il nous reste 1 minute si vous avez quelques dernières questions. Merci de votre attention.